Et salut à toi, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons démarrer le deuxième épisode de la série du paria aux héros du lycée et nous allons attaquer la partie qui va parler de la période où j'ai été un paria. Je te rappelle, la semaine dernière, nous avons abordé la première année au lycée, donc ma première année, où j'étais le garçon un peu invisible qui apprenait le game. C'est là où j'ai découvert la séduction. À l'époque, j'étais le grand frère préféré de toutes les filles. Et quand j'ai découvert la séduction, je me suis tapé la tête contre les murs. Je me suis mis à pratiquer le jeu des nombres d'une manière abusive. J'ai ajouté toutes les nanas de ma région, de mon lycée, quitte à passer pour un gros bourrin. Et au final, j'ai fini par rencontrer une petite nana que j'appelle Lena, qui est une nana que j'ai rencontrée sur Skyblog. On avait échangé, on avait discuté, on avait un très bon feeling, on s'était échangé les numéros de téléphone, jusqu'au moment où nous nous sommes vus par hasard, à un moment où je rentrais du foot, à un moment où j'étais habillé comme une merde, et où j'étais avec le vélo de ma petite sœur. Donc, quand je l'ai croisée, j'étais pas super bien. J'étais pas du tout à l'aise. J'ai pas dit bonjour à ses copines. Elle était avec ses copines. Elle était toute belle, magnifique. Et je n'ai fait la bise qu'à elle. Je suis parti, j'ai bégayé. Et je suis parti aussi vite que je suis venu. Et à partir de là, elle ne m'a plus parlé de tout l'été. Parce que ça s'était passé en juin. Donc là, juillet, août, pas de nouvelles de sa part. Ça a été un moment assez compliqué à vivre. Ces 2 mois, je ne faisais que penser à elle. J'étais encore un romantique fleur bleue. Je croyais encore, tu sais, au destin, l'amour, le destin, trouver la bonne. Tu vois, je croyais en toutes ces conneries mielleuses. Et je raconterai d'ailleurs pourquoi je ne crois plus en ces conneries euh, un peu plus tard, dans un autre podcast. Hein. Donc, voilà tout ce qui s'est passé durant cette première année. Et l'été a été très, très difficile pour moi. Parce que je pensais tout le temps à elle. Je me disais, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Est-ce qu'il faudrait que je la relance? Est-ce qu'il faudrait pas que je la relance? Il me semble, alors je me souviens plus, ça remonte, tu vois, ça fait peut-être plus de 10 ans que ça s'est passé, même plus de 10 ans. Et je me disais, bon, est-ce que je lui envoie un message? Est-ce que je lui envoie pas un message? Et je me rappelle plus si je lui ai envoyé un message ou non. Peut-être que je l'ai fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'avais plus du tout de contact avec elle. Jusqu'au moment où, dans l'été, je me suis dit, bon, Tim, c'est fini. Il se passera plus rien. Léna, elle est partie. Euh, c'est fini. C'est mort. Donc, du coup, j'ai fini par abandonner l'idée de pouvoir la relancer, de pouvoir reconstruire quelque chose avec elle. J'ai même fini par douter qu'elle serait dans mon lycée l'année d'après. En tout cas, je l'espérais fortement. J'espérais que la défaite que je m'étais prise, je n'allais pas la revoir en pleine gueule. C'est-à-dire, cette fille, la revoir, ça va me faire remonter des souvenirs sur le mauvais moment que j'ai passé. Tu sais, le moment où je me suis humilié devant elle. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, j'espère vraiment qu'elle ne sera pas dans mon lycée l'année prochaine parce que sinon, ça va être compliqué. Et évidemment, elle est dans mon lycée l'année d'après, sinon c'est pas drôle. Et donc du coup, elle est dans mon lycée. Et bon, comme je t'avais dit, j'ai redoublé ma seconde. Et je suis en seconde 1, il me semble. Et elle est en seconde 2. Et le truc, c'est que la seconde 1 était une classe remplie de couilles. Alors, remplie de couilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait que des gars. Et comme on était dans un lycée en ZEP, eh bien, tu sais, c'était le lycée de quartier, quoi. Donc, du coup, j'avais tous mes gars de quartier qui avaient réussi à passer le périlleux pont entre la troisième et la seconde, parce que la plupart finissent noyés en CAP ou en BEP. Et donc, du coup, on se retrouve qu'entre couilles, entre rebeux de quartier, dans la même classe, avec peut-être trois quatre filles à tout péter, voire 5. Mais quand je te dis trois quatre filles, c'est trois quatre filles qui peuvent à la limite avoir un peu de potentiel. Et sinon, tout le reste, c'est bon à jeter à la poubelle, quoi. Y a rien, c'est ni fait ni à faire, quoi. C'est foutu. Et mon ancien meilleur pote, celui de l'époque, donc du coup, parce qu'on était une bande de 4, donc on était 3, 4 meilleurs potes, mais mon meilleur pote, celui dont j'étais le plus proche, était dans la seconde 2. Et devinez avec qui il était dans la classe de Léna. Et il avait plein de bombasses dans sa classe. Et
c'était en plus de ça le seul rebeu de la classe. Donc du coup, je sais pas comment ils se sont démerdés au niveau des quotas, mais ils ont foutu le seul rebeu de quartier qui, en tout cas dans notre lycée, attirait beaucoup les filles, dans la classe où il y a toutes les nanas. Voilà, donc lui, il était un peu chanceux, tu vois. Genre, lui, il avait un peu toutes les nanas qui le regardaient, qui lui couraient après. Tandis que nous, on était entre couilles, on était en train de s'entretuer dans, dans notre classe comme des sauvages. Et ça a été un moment qui a été vraiment compliqué dans le sens où ben, je la voyais. Je la voyais tous les jours. Et je voyais qu'elle me regardait, qu'elle me regardait, tu vois, au début un peu froidement. Elle, donc, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, je vais porter mes couilles un peu et je vais commencer à faire le mec, tu vois. Genre à jouer le mec un peu arrogant, le mec un peu. Tu vois, un mec qui a des couilles, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ben, on se retrouvait tous à la sortie du lycée. Il y avait un arrêt de bus, enfin, il y avait un gros arrêt de bus. Et on se retrouvait tous là à discuter, à parler. Et donc, du coup, moi, je faisais le dur, je clashais les gens, etc. etc. Et, ben, bizarrement, ça semblait lui plaire. Et donc, du coup, petit à petit, euh, les jours passent. Donc, la rentrée, les premiers jours de la rentrée, etc., les jours passent. Tout se passe bien. Moi, je commence un peu à l'oublier. Je suis là en mode, bon, ok, elle est dans le lycée, mais c'est bon, c'est foutu. Il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est foutu de chez foutu. Et à un moment donné, j'avais cours. Et en fait, la seconde 2 avait cours pas très loin de nous, en fait. Dans le même couloir, ils avaient cours. Et donc, moi, je me dirigeais vers ma salle de cours. Et là, quelqu'un m'attrape le bras. Et là, qui c'est qui m'attrape le bras? Eh bien, c'est Léna. Elle m'attrape le bras et elle me dit, Tim, j'ai envie qu'on discute juste vite fait avant d'aller en cours. Donc là, je suis en mode choqué, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Et je fais, oui, vas-y, je t'écoute. Et là, elle me fait, écoute, Tim, j'ai eu un comportement de merde cet été. Je suis vraiment désolé d'avoir arrêté de te parler. Ça m'avait juste un peu brusqué que t'aies pas dit bonjour à mes copines. Et donc, du coup, voilà, je suis vraiment désolé. Je trouve que t'es vraiment un gars cool et tout. Et j'aimerais vraiment qu'on reprenne contact. Donc là, choqué. Choqué. Moi qui habituellement courais après les femmes, là, c'était elle qui finissait par me courir après. Et je vais te dire une chose, mon gars, que je n'ai pas dit et que je n'ai pas précisé dans le podcast, mais c'était une bombe atomique. Elle était encore plus belle que belle. Une bombe atomique, vraiment. Et là, quand tu as une petite bombe atomique comme ça qui t'attrape le bras et qui te dit qu'elle a envie de te reparler, alors que moi, à ce moment-là, j'étais un mec quelconque, quoi. J'étais même. Je me serais donné un 5 sur 10, quoi. Elle, c'était une 11 sur 10, une 12 sur 10, tu vois. Et elle me regarde comme ça et elle me fait, voilà, j'ai envie qu'on se reparle. J'ai envie qu'on reprenne le contact. Et là, moi, je suis. Alors, je suis tellement heureux dans ma tête que je me dis, non, il faut que je joue la poker face, sinon je vais passer pour un con. Et donc, du coup, je lui fais, bah ouais, si tu veux, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, sache qu'en tout cas, il n'y a pas de rancune, je m'en fous, quoi. Je fais le mec, tu vois, je fais le mec, mais au fond de moi, j'ai envie de sauter, tu vois, j'ai envie une balle rebondissante qui part dans tous les sens, dans le couloir et tout, tu vois. Mais je me dis, non, faut pas déconner, je vais faire le mec en mode un peu en retrait. Et au final, vas-y, pas de souci. On s'échange les MSN. Et le soir même, elle m'ajoute sur MSN. Alors là, moi, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on commence à discuter sur MSN. Et plus les jours passent, plus les discussions sont intimes. Pas dans le sens sexuel, mais en tout cas dans le sens où on peut plus passer l'un de l'autre, tu vois. En fait, j'ai fini par comprendre que cette fille est une fille assez timide. Donc elle est plutôt introvertie, malgré le fait qu'elle soit très belle. Elle avait beaucoup d'insécurité. Et tu vois, typiquement, c'était pas le genre de fille qui allait venir te parler en face. C'était plus le genre de fille qui va venir te parler sur MSN, en mode discussion, etc. On discute, on s'échange des surnoms. Et à un moment donné, alors les plus jeunes, vous le savez pas, mais sur MSN, et vous pourrez aller voir, il y avait, donc tu pouvais mettre ton pseudo, et tu pouvais mettre un petit statut en dessous de ton pseudo, donc tes contacts pouvaient voir. Et donc, généralement, quand tu étais en couple avec quelqu'un, tu mettais le prénom de la personne avec qui tu étais en couple, en tout cas. Et donc, du coup, un jour, je me connecte sur MSN un soir, et là, elle met mon prénom sur son statut MSN avec un cœur. Alors là, mais, mec, j'étais aux anges. J'étais aux anges, j'en pouvais plus, j'étais à fond, j'étais au taquet.
Vraiment, là, c'était l'orgasme quoi, mental. J'étais en mode putain, ça y est, c'est ma meuf. C'est comme dirait Jamel, c'est ma meuf. Je la reprends, je la retourne, je la déglingue, tu vois. Et donc, j'étais sincèrement heureux à ce moment-là. Et donc, du coup, je fais de même. Je mets son petit surnom que je lui donnais et avec un cœur aussi. Et donc là, pour moi, ça y est, c'était ma copine. Et c'était bon, quoi. C'était acté. Et donc, je vais y revenir. J'ai fait une très grosse erreur, sûrement. C'est que c'est bien, tu vois, le monde virtuel, c'est stylé, on discutait, etc. Mais à un moment donné, t'es un bonhomme, tu prends tes couilles et t'y vas. Tu vois, tu prends tes couilles et t'y vas. Sauf que je n'ai jamais fait ça. Quand on se voyait, c'était un petit coucou quand on se croisait dans un couloir. On se faisait la bise un peu timidement, sans trop savoir quoi se dire. Et puis le soir même, oh, t'étais super jolie aujourd'hui. Oh, t'étais trop mignon aujourd'hui. Tu vois. Et c'était un peu platonique. Ouais, c'était un peu platonique, quoi. C'était un truc de gamin, quoi. Et vraiment, sincèrement, c'est un regret que j'ai eu pendant longtemps. C'est de ne pas avoir porté mes couilles. C'est de ne pas avoir été la voir, de l'avoir attrapée par la taille, tu vois, et de l'avoir embrassée. En mode, t'es ma meuf. Et j'assume complètement. Je suis un bonhomme. Et je m'en fous. Eh bien non, j'avais trop peur, j'étais pas assez expérimenté à ce moment-là. Tu vois, moi j'étais encore dans le game technique, j'apprenais des techniques, je les appliquais, je lui sortais des lines, elle était à fond sur les lines que je lui sortais. Mais au fond de moi, j'étais toujours le petit trouillard que j'ai été avant. Hein, tu vois, pendant que je lui parlais, ben, on m'entendait faire prout, comme dirait Soral. Donc du coup, ça marchait pas. Il y avait la vie virtuelle où on discutait et tout se passait bien, puis quand on se voyait, on était là en mode de puceau, quoi. Mais à un moment donné, on prend ses couilles et on y va. Et c'est ce que je dirais au team de l'époque. Si je l'avais face à moi aujourd'hui, je lui mettrais 2 claques. Hein, et je lui dirais, maintenant bouge ton cul, faut y aller. Et donc au final, ben, ça ne s'est pas passé comme ça. On avait des discussions assez platoniques. Puis à un moment donné, j'en discute avec mon pote, et mon pote me dit, mais mec, putain, d'après ce que tu me dis, d'après ce que tu montres comme conversation, parce que tu sais, nous, c'était l'ordinateur de la maison, on n'avait pas encore le smartphone à ce moment-là, ça n'existait pas. Donc du coup, je lui montre dans l'ordinateur de la maison, et là, il me fait, mais mec, putain, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Invite-la dans un date, embrasse-la. Et comme ça, au moins, tu valides le dos. Et donc là, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, allez. Et là, du coup, il y a 2 mois qui se sont écoulés à ce moment-là. Il y a 2 mois qui se sont écoulés. Alors, tu vois, la rentrée, c'est en septembre. Là, on était en novembre. Et c'était dès la rentrée qu'elle était venue me parler. Et là, du coup, je me dis, ouais, il serait quand même peut-être temps de commencer à bouger son cul. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à lui proposer des dates en extérieur. Et donc, à chaque fois, et là, je me rends compte que déjà, depuis quelques jours, elle était distante. Donc, du coup, le timing n'était pas bon. Il fallait le faire quand elle était encore chaude. Là, elle était un peu distante, malgré le fait qu'elle avait gardé mon prénom dans son statut MSN. Et donc, je lui propose un date. Je lui dis, écoute, viens, on va se manger une petite glace au McDo, donc le McDo de notre petite ville, et on va se balader. Ouais, mais je peux pas, j'ai ça à faire, j'ai des trucs à faire, j'ai pas le temps. Et je lui dis, mais d'accord, ok, pas de problème. Ben écoute, dis-moi quand est-ce que tu as le temps, comme ça on peut se capter, on peut aller se balader ensemble. Ou je peux aller te rejoindre devant chez toi et on reste pas loin de chez toi si tu veux. Ouais, je sais pas, j'ai des devoirs, j'ai des machins. Je me dis, ouais, bon, ok, bon. Je lui dis, écoute, si tu as envie, n'hésite pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment très envie de te voir. J'ai envie qu'on passe des moments ensemble. Et là, elle me fait, moi aussi, j'ai grave envie, etc. et tout. Je dis, dans ces cas-là, cousine, propose, quoi. Je sais pas. Tu sais, fais pas la difficile comme ça. Et donc, au final, ben, y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Et un truc que j'ai omis de te dire, c'est que pendant ce temps, moi, j'étais en train de m'enfoncer. J'étais en train de m'enfoncer dans cette espèce de culture du clash, tu vois. Pour l'impressionner, parce que moi, je vois ce qu'elle aime, c'est les mecs un peu racailles. Mais moi, je pensais que, à l'époque, j'étais jeune et naïf, je pensais que quand une fille aimait les mecs racailles, elles aimaient le style racaille, tu vois, genre l'habillement, le fait de parler comme une racaille. J'avais pas compris qu'au final, les femmes, quand elles aiment les mecs racailles, elles aiment pas les racailles, elles aiment les bad boys. Le bad boy, c'est quoi? C'est un homme qui assume qu'il est un homme. Basiquement. Évidemment, basiquement, un bad boy, c'est un homme qui assume qu'il est un homme, c'est un homme qui assume ses pulsions, c'est un homme qui assume qu'il est un masculin. Et moi, je n'étais rien de tout ça. Tout ce que j'ai pris, c'était tout ce qui était la forme d'un bad boy, mais le fond, je ne l'avais pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'habiller en mode streetwear, j'ai commencé à mettre la casquette à l'envers, j'ai commencé, parce qu'à l'époque c'était à la mode, à me faire le petit coup de rasoir sur le sourcil, en mode je suis une racaille.
Je suis une racaille et là je commence à clasher tout le monde. Ouais, va niquer ta mère, nanana et tout. Et je commence à parler comme une racaille comme ça, tu vois. Et bon, je me foutrais de baffe aujourd'hui, très clairement, en mode réveille-toi, cousin. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que les gens commencent à s'éloigner de moi. Tu vois, à la base, je m'étais fait des potes au début d'année, tout ça et tout, vraiment au tout début. Et puis là, les gens commencent à s'éloigner de moi. Dans le même temps, je m'étais inscrit au handball. Et donc au handball, je n'ai même pas le temps de faire à peine un entraînement qu'on me fait jouer un match. Moi, je suis, si tu connais un peu le handball, je suis quelqu'un qui joue sur les ailes. Je jouais sur les ailes, je ne joue plus au handball. Je jouais sur les ailes. Et pour mon premier match, on m'a mis pivot. Alors je ne savais même pas c'était quoi pivot, je n'avais fait qu'un seul entraînement. Et c'était la première fois de ma vie que je jouais un match de hand. Donc j'étais terrorisé. Le pire dans tout ça, c'est que je me retrouve devant toute ma classe. Toute ma classe. Ma classe et la classe du coup de mon pote avec la Léna, etc. Et là en fait ce qui se passe c'est que lors de ce premier match, je chie totalement dans la colle, je fais n'importe quoi. Parce que je ne sais pas jouer à ce poste et je ne sais même pas à quoi sert ce poste. Donc j'étais un peu paumé et les gens se foutaient de ma gueule dans les tribunes. En fait déjà les gens ne me supportaient pas parce que je clashais tout le monde. Et deux, ils prenaient plaisir à se moquer de moi quand j'arrivais pas à faire quelque chose. Donc tu vois dans la situation dans laquelle je m'étais mise. J'étais dans la merde, j'étais dans la fosse au lion. Et là, j'étais devenu vraiment le paria. J'étais devenu le paria. Mon ancien meilleur pote, et d'ailleurs, il y a des raisons pour lesquelles c'est mon ancien meilleur pote, venait me voir et me disait, écoute, j'ai discuté avec les gars, tu sais, les gars populaires à l'époque du lycée, et ils m'ont dit que, franchement, ils commencent à me balancer toutes les insultes de merde qu'ils m'ont balancées. Et il m'en sort, ouais, franchement, tu devrais arrêter ça, arrête tes conneries. Et Tim, n'oublie pas d'où tu viens. Franchement, c'est pas fait pour toi le handball, ça me fait chier de te voir te faire insulter, etc. Ils viennent me dire que t'es une merde, que t'es un incapable, que t'es un bon à rien, que tu te la joues trop, que tu pues la merde. Et tu sais, à cette époque-là, moi j'étais là en mode putain, merci en tout cas de me rapporter tout ça, poto. Mais je me disais pas une chose qui est fondamentale en fait, c'est mais pourquoi ils sont aussi à l'aise pour te dire ça en fait? Pourquoi ils sont aussi à l'aise si t'es censé être mon meilleur ami? Ils ont pas à te dire ça? Ou s'ils commencent à peine à m'insulter derrière mon dos, tu dois me défendre. Pourquoi ils sont autant à l'aise à développer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que toi aussi, tu es en train de développer sur mon dos. Et là, tu viens me voir, tu me dis, ouais, tu fais le protecteur. Et donc, j'étais vraiment devenu le paria de mon lycée. Et en parallèle, je voyais la petite Léna s'éloigner de moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je savais, à ce moment-là, bon, je sais aujourd'hui pourquoi. Et tu vas le savoir aussi dans ce podcast. Mais je ne savais pas pourquoi à ce moment-là. Et au lycée, tout le monde m'esquivait. Ça devenait craignos de traîner avec moi, en fait. Ça devenait craignos. Et moi, je continuais à faire la racaille en mode j'essayais de m'intégrer. Mais personne ne voulait s'intégrer avec moi. Il y avait des grosses soirées qui se faisaient avec toutes les secondes, toutes les premières. Tous mes potes étaient invités. Moi, je n'étais pas invité. Je n'étais pas invité parce que ne fallait pas m'inviter. Ça craint. Tu ne vas pas m'inviter, moi. Alors que je pue la merde. Alors que je suis le mec qui insulte tout le monde, etc. Et donc, du coup, plus les gens me détestaient, plus je leur renvoyais à la gueule la haine qu'ils m'envoyaient. Donc, en gros, je les clashais, etc. J'ai failli me battre plusieurs fois. Parce que les gens n'en avaient plus rien à foutre de ma gueule. Et j'avais vraiment une folle impression de perdre le contrôle. J'avais vraiment l'impression de perdre le contrôle à ce moment-là de ma vie. Je rentrais chez moi, je déprimais. Parce que je me disais, putain, je fais tout pour être accepté. Je m'adapte au style, j'essaye de faire en sorte d'être marrant, etc. Et au final, j'arrive à rien. J'arrive à rien. J'essayais de rentrer dans les cases, mais au final, c'était même encore pire. Donc, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Vraiment, j'étais là en mode, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, ce qui s'est passé, par rapport en tout cas à Léna, c'est que pendant ce temps, pendant que moi j'étais en train de struggle, de galérer avec tout ce qui m'arrivait, eh bien elle était en train de se mettre en couple avec un mec de quartier. Un mec de quartier d'ailleurs, tu vois, vu que cette histoire s'est passée il y a plus de 10 ans, je peux te dire qu'elle est restée très longtemps avec lui. Elle est restée très longtemps avec lui. Et ce mec-là, c'était vraiment l'archétype du mec de quartier, quoi. Mais lui, dans le fond et la forme, c'était les deux. Moi, j'étais que dans la forme, lui, il était vraiment dans le fond et la forme. C'était le mec de quartier qui était un peu dealer, qui avait déjà une Mercedes alors qu'il avait à peine 18 ans. Il avait déjà sa Mercedes, etc. C'était vraiment le dealer qui avait de la thune, etc. Donc du coup, elle se met en couple avec ce mec et elle devient de plus en plus distante avec moi. Elle finit par supprimer son statut qu'elle avait mis avec mon nom. Elle se met à ne plus me répondre et puis à chaque fois, moi, j'essaye de
de lui envoyer des messages, j'essaye de lui proposer des dates, je suis là, j'insiste. Et plus j'insiste, plus elle me remballe. Mais gentiment toujours, tu vois, genre en mode ah non, désolé, je peux pas, ah non, c'est pas le bon moment. Écoute, Tim, dès que je suis dispo, je te le dis, mais elle me le dit jamais. Et elle me le dira jamais. Et soyons clairs, elle me le dira jamais. Et donc, moi, je commence à désespérer. On commence à arriver en janvier, en février, il n'y a toujours rien qui se passe. Je commence à élaborer des plans. Je me dis, bon, je vais essayer de la choper dans un couloir à un moment donné, comme elle-même avait chopé dans un couloir. Je vais essayer d'avoir des explications claires. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'ignorais qu'elle était en couple avec ce type. Je savais que ce type lui courait après, mais je savais pas qu'ils étaient déjà en couple, en fait. J'ignorais complètement le truc. Mais elle était en couple. Donc, du coup, plus j'essayais, je tentais des stratagèmes. J'avais mon petit carnet où j'avais genre noté tous les stratagèmes que je devais faire pour aller la conquérir. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis un mec qui note tout, qui se fait des carnets avec des stratégies, tout ça et tout. C'est d'ailleurs l'une des grandes raisons pour lesquelles j'ai bien réussi dans le business. Mais avec les femmes, ça marche pas comme ça. Donc moi, je pensais que c'était comme pour avec un business. Il fallait tout noter, il fallait noter des strates. Bon, stratégie numéro 1 n'a pas marché, je vais tenter la 2, puis la 3, puis la 4. En mode bourrin, tu sais. Et ça marche pas. Plus j'essayais, plus ça marchait pas. Et plus je commençais à me projeter avec cette fille. J'étais là en mode, putain, j'aimerais tellement lui faire des enfants. À quoi ressembleraient nos enfants si on avait des enfants? Elle, c'est la femme de ma vie, j'en suis sûr. Je l'aime trop, j'ai trop de sentiments pour elle. Et en plus, tu vois, je retombais dans mes travers de regarder des trucs à l'eau de rose, tu sais, les espèces de téléfilms en mode Providence, tu sais, genre la rencontre, et puis il y a des obstacles, mais au final, ils finissent par se retrouver. Et j'étais dans cette délire, moi. J'étais dans ce délire. En fait, ça m'arrivait de passer des après-midi dehors, assis sur l'herbe, et à m'imaginer juste qu'elle et moi, on sera en couple. Des scénarios où elle revient me parler, et où elle accepte mon date, où je l'embrasse passionnément, et où on est ensemble, où je lui fais un enfant, je la voyais enceinte. J'étais parti dans un délire. J'étais devenu complètement fou. Complètement. Et ça, on appelle ça un one it is. Alors, qu'est-ce que c'est un one it is? Un one it is, c'est une obsession amoureuse en quelque sorte. C'est une obsession amoureuse. Ça veut dire que tu n'es même pas amoureux de la nana. Moi, je pensais être amoureux de la nana. Non, tu es amoureux de l'image que tu te fais d'elle. Tu vois, c'est totalement différent. Et moi, j'étais complètement subjugué par l'image que je me faisais d'elle. Pour moi, c'était l'amour de ma vie, c'était ma femme, c'était... Alors que cette meuf, elle en avait rien à foutre de moi. Elle en avait rien à foutre. Mais moi, j'étais dans le déni le plus profond. Je me disais, elle m'aime. C'est sûr qu'elle m'aime. Mais pour le moment, elle ne s'en rend pas compte. Tu vois la dinguerie dans laquelle je m'étais plongé? C'est pour ça que quand, tu vois, genre typiquement, dernier podcast, je suis rentré un peu dans la gueule de Mathieu, mon auditeur, mon petit bro. C'était pas pour me moquer de lui et c'est pas méchant. Il n'y a jamais de malveillance parce que j'ai fait bien pire. Tu vois, je suis tombé vraiment dans une obsession amoureuse. Et donc, ça a été très dur de me sortir de cette obsession amoureuse. Et à un moment donné, à force d'en parler à mes potes, il y a mon ancien meilleur pote qui me dit « Bon, Tim, écoute, il serait peut-être temps que tu commences à aller lui avouer tes sentiments. Parce que là, c'est plus une vie. » Il me voyait déprimé et malheureux. On était en avril du coup de l'année. Il me voyait déprimé et malheureux, en plus du fait que j'étais un paria, que j'étais invité à aucune soirée, que les gens se foutaient de ma gueule, et que j'étais devenu entre l'invisible et le paria total. Mais j'étais vraiment un paria. Et à un moment donné, je me dis, bon, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer, il faut que je lui avoue mes sentiments. Il faut que j'y aille et que je lui avoue mes sentiments. Alors évidemment, tu te doutes bien, j'étais pas assez courageux pour l'avoir en face, la choper par le col et lui dire mes sentiments. Mais donc du coup, je lui ai envoyé un message enflammé sur Facebook. Donc du coup, je lui envoie un long message en mode « Tu es l'amour de ma vie, tu es mon évidence ». Alors putain, je te jure, j'ai envie de me baffer, gros. Mais c'est comme ça. Tu vois, j'étais jeune, j'étais con et on est tous passés par là. Et au final, je me dis « Bon, on va voir ce qu'elle va me répondre ». Écoute, tant pis au pire des cas, si vraiment elle m'envoie chier en me disant qu'elle a un mec et tout, tant pis. Tu vois, au moins je serai fixé et je serai sûr des choses, tu vois. Et je me dis, bon, peut-être et j'avais cet espoir de me dire, peut-être que c'est là où la roue va tourner, qu'elle va se rendre compte que je l'aime et qu'elle va se rendre compte de ses sentiments pour moi. Elle va se dire, ah mais il m'aime, alors, et oui, mais j'ai des sentiments moi aussi pour ce mec. Et j'y croyais vraiment, mais j'étais un trou du cul. Mais j'étais jeune, tu vois. Donc, au final, j'ai attendu. Le premier jour, pas de réponse. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Et puis, sa réponse,
Eh ben, c'était rien du tout. Elle a jamais, jamais, jamais répondu. Et pour moi, c'était pire que tout. Et je pense que c'était symptomatique de toute l'année que je venais de passer. En fait, j'étais entre le paria total, donc les gens se foutaient de ma gueule, et en plus de ça, le mec que personne ne veut remarquer. J'étais une merde en fait. Et ça m'a fait me sentir terriblement minable. Pour moi, j'étais mais une merde quoi. J'étais devenu mais pire que tout quoi. J'étais au sol total. Et donc j'attrape une de ses potes, donc du coup par le col. Et là, je lui demande, je lui dis mais pourquoi elle ne me répond pas? Pourquoi Léna ne me répond pas? Je lui ai envoyé un message. La moindre des choses, c'était sa meilleure pote. Je lui ai dit la moindre des choses, c'est qu'elle me réponde quoi. Putain, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses savoir est-ce qu'elle a bien eu mon message? Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il n'y avait pas encore, tu sais, les accusés de réception. On n'avait pas encore les vues. Elle m'avait pas lâché un vu. En fait, je lui ai envoyé le message, je sais pas du tout si elle l'a lu ou si elle l'a pas lu. Enfin, à ce moment-là, je ne le savais pas. Et puis au final, ben, comme c'est sa pote, tu te doutes bien qu'elle était au courant. Hein. Elle le savait. Et donc là, elle me dit, bon, allez, viens, Tim, il faut qu'on discute. Sa pote, donc du coup, on s'isole un peu et on discute. Elle me dit, écoute, Tim, t'es un garçon génial malgré tout ce que les autres gens disent du lycée, que t'es une merde et tout. Moi, je crois que t'es un garçon génial, que t'essayes juste de te donner un rôle alors que t'es pas comme ça. Donc, c'est juste pour ça que je vais te dire ce que je m'apprête à te dire. Effectivement, Léna a lu ton message et en fait, elle n'a pas su quoi répondre. Parce que pour elle, enfin, elle partageait pas tes sentiments en fait. Elle partageait pas tes sentiments pour la simple et bonne raison qu'elle est en couple. Elle a un mec, elle a quelqu'un, elle sort avec ce fameux Amir. Et donc du coup, tu te doutes bien que c'est un surnom que je lui donne. Et bon, elle sort avec Amir du quartier. Bon, tu comprends pourquoi à ton avis vient tout le temps devant le lycée, pourquoi il traîne tout le temps devant le lycée alors que le mec il branle rien, il a arrêté l'école en CE2 quoi. Limite. Et donc là, je me fous à chialer, mais genre en mode, tu sais, intérieurement, quoi. Et je garde quand même la tête haute et je me dis, bon, ben c'est comme ça, c'est la vie. Ben, tu lui diras, tu lui souhaites de ma part bonne continuation et voilà. Et elle me dit, j'espère que ça va aller, franchement, reprends-toi et tout. Tu mérites mieux que ça et tout. Et au final, là, j'étais au fond du seau. Je me suis dit, au final, dans ce lycée, personne ne m'apprécie. Les seuls potes que j'ai, c'est des potes de galère. Tu vois, certes, c'est mes potes, j'ai mes potes d'enfance, mais c'est des potes de galère, en fait. Tu vois, genre, on galère et on sourit. Le seul qui galère pas, c'est mon pote, tu vois, mon ancien meilleur pote, qui lui était dans la classe de la meuf et qui lui avait la cote avec les nanas, qui était très ce mec était ultra populaire. Mon ancien meilleur pote était ultra populaire au lycée. Et moi, j'étais une merde, tu vois. J'étais la petite merde qui traînait avec lui. Et au final, je me suis dit, mais je suis passé complètement à côté de mon année. Alors, scolairement, non. J'avais assez bien réussi mon année. J'ai réussi à passer en première. Et au final, je me suis dit, mais putain de merde. Je me suis trompé sur toute la ligne. Et je suis rentré chez moi, je me suis foutu à chialer. Et je me suis dit que j'étais capable de rien, que j'allais pas y arriver. Que j'allais pas y arriver, que c'était pas possible, et que c'était pas possible. Et je me tapais la tête contre les murs. Et j'écoutais des musiques tristes et tout. Et j'étais en mode putain de merde, comment je vais faire pour m'en sortir? Et à un moment donné, pratiquement tous les ans, tu avais mon oncle et ma tante qui venaient. Donc, c'est les parents de Tom qui a déjà intervenu sur la chaîne. Et Tom, à ce moment-là, il était tout jeune. Tom, à ce moment-là, il avait peut-être 10 ans. Tu vois, j'aurais été tout jeune. Mais c'était mon petit bro. Je l'aimais d'amour. Même, je l'aime toujours. Tu vois, je l'aime toujours d'amour. Mais, tu vois, c'était mon tout petit bro et tout. Et j'étais trop content à chaque fois qu'ils viennent à la maison. Et donc, du coup, mon oncle et ma tante viennent à la maison. Et ils voient que ça fait 2-3 jours que je suis pas très bien. Et que même ma famille le voit. Tu sais, mon père, ma mère le voient. Et ma tante, elle vient, elle discute avec moi. Et ma tante, la mère de Tom, c'est ma deuxième mère, tu vois. Et elle vient, elle discute avec moi, elle me fait mon fils, viens, on parle. Et donc, du coup, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, je vois que t'es pas bien, que t'as la tête ailleurs et tout. Et donc, je lui dis, ouais, il y a rien qui va, j'en ai marre d'être ici. J'en ai marre d'être dans cette ville, je veux partir. Je veux partir loin, j'en peux plus. J'en peux plus, il faut que je parte. Parce que si je reste ici, je vais péter un plomb. Tu vois, hors de question de penser au suicide, hein, ça va. Mais j'étais vraiment pas bien. Et là, elle en discute du coup avec mon oncle. Et donc, du coup, ils me font une proposition. Mon oncle, il fait des chantiers en tant que maçon dans des maisons. Il met des plaques de placo.
il fait l'isolation, etc. Et il me propose, et il me dit, écoute, si tu veux, moi ce que je te propose, c'est que tu viens nous rejoindre à Clermont-Ferrand et je vais te prendre en tant que maçon et tu vas bosser avec moi, tu seras bien payé. Comme ça, moi, ça te permettra aussi d'être loin de tout ça, quoi. Et je pense qu'ils en avaient aussi discuté avec mes parents qui m'avaient vu comme ça depuis un certain temps et qui en avaient, enfin pas qui en avaient marre, mais qui ça les attristait de me voir comme ça. Et ils voulaient que je puisse me changer les idées. Et c'était la première fois de ma vie que j'allais être confronté à partir loin de ma mère et de mon père pendant si longtemps. Parce que là, ça allait être pour tout l'été, jusqu'à la rentrée de ma première. Et donc, au final, je me suis dit, bon, est-ce que je reste ici pendant 2 mois à galérer comme un con et à pleurer l'échec que je me suis pris pendant 2 mois? Ou est-ce que je me donne la chance de me donner un nouveau départ et d'être loin de tout? Comme tu le sais, je suis quelqu'un qui est énormément fan de manga. Je suis un otaku convaincu. Et à ce moment-là, le manga qui m'inspirait le plus, c'était Naruto. Naruto, il part pendant 2 ans et demi pour faire son ellipse. Et je me suis dit, ça va être mon ellipse. Ça va être le moment où personne ne va me voir et où pendant ces 2 mois, je vais tout donner. Je vais tout donner pour devenir l'homme que j'ai vraiment envie de devenir. Pas pour plaire à une meuf, pas pour plaire à je ne sais qui, mais pour me plaire à moi-même avant tout. Il faut que je me retrouve. Et donc au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris mes bagages, j'ai fait un bisou sur le front de ma mère, j'ai embrassé mon père aussi, mes sœurs, et j'ai dit au revoir à tout le monde, j'ai dit au revoir à mes potes, et je suis parti. Et donc ce sera pour le prochain podcast. Le prochain podcast, je vais parler vraiment de cette ellipse de 2 mois, donc de ce moment où je me suis métamorphosé. Donc là, c'était l'année en tant que paria. Il va y avoir cette ellipse. Et après cette ellipse, il y a l'année où je deviens le héros de mon lycée. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais tout s'est joué sur cette ellipse de 2 mois. Donc, tu mets la cloche pour ne pas rater ce podcast qui sort la semaine prochaine parce qu'il va y avoir des enseignements qui vont grandement t'aider. Tu commentes, tu lâches un pouce bleu et tu n'hésites pas à me donner ton avis et me raconter tes histoires aussi de ton lycée, si tu as eu des coups de foudre échoués, etc. Maintenant que j'ai fait mon instant auto-promo, auto-suçage, on va pouvoir passer aux conclusions et donc du coup aux leçons à tirer de cette année en tant que paria. Là, je vais faire comme si je m'adressais au team que j'ai été lorsque j'avais 18 ans, parce que je venais à peine d'avoir 18 ans à ce moment-là. Alors, je vais lui dire ceci. Donc Tim, si tu m'écoutes, il ne faut jamais chercher à changer pour plaire à une fille, ou même pour plaire aux femmes en général. Si tu dois changer, change pour toi-même. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais te donner un exemple. Si demain, tu es en mode « Ah, je suis trop maigre, je suis sûr qu'être musclé, ça plairait aux filles », c'est que tu n'es pas en train de vouloir prendre du muscle pour les bonnes raisons. Parce que tu as des mecs, c'est des perches, ils sont tout maigres et ils ont plein de filles. Tu as des mecs qui sont gros, c'est des gros porcs, et pourtant ils ont plein de filles autour d'eux. Et j'en ai vu. Et j'en ai vu tellement que je peux te dire que c'est la réalité. Les femmes, elles ne se préoccupent pas forcément de ton apparence physique, de comment tu t'habilles. L'important, c'est le fond. Là où les hommes se focalisent sur la forme, en pensant que les femmes se focalisent aussi sur la forme, les femmes se focalisent sur le fond. Évidemment, la forme te donne un bonus. Si tu as une belle forme, si tu es un mec bien foutu, si tu es un mec qui s'habille bien et qui est en quelque sorte baisable, tu vas gagner 20%. Les 80% restants, c'est ta manière d'être, c'est ta philosophie de vie, c'est tes projets de vie. Ça, c'est ce qui va représenter 80% de ton sex appeal auprès d'une femme. Si tu n'as pas ces 80%-là et que tu n'es qu'un beau gosse monolithique qui n'a rien d'autre à proposer, crois-moi que tes relations avec les femmes, elles vont vite couper court. Tu as plein de mecs qui sont des sacrés beaux gosses et qui n'arrivent pas à passer le cap du 2e ou du 3e rendez-vous. Pourquoi ? Parce que les nanas, elles ont besoin de plus qu'un coup de bite. Ça arrive, des fois tu peux tomber sur des nanas qui veulent faire de toi leurs 4 heures, mais il te faut le fond aussi. Et c'est sur ça que tu dois travailler. C'est pour ça que je te dis, il te faut un projet de vie. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu t'occupes dans ta vie, et pas que tu passes ton temps à courir après les gonzesses ou que tu fasses des choses pour plaire aux gonzesses. Évidemment que dans le fond, le but des hommes pour devenir riches, etc., c'est pourquoi ? C'est pour avoir plus de femmes dans leur vie. C'est pour ça que les hommes font ça, basiquement. Mais derrière,
Si tu veux mincir, si tu veux prendre du poids, prendre du muscle, si tu veux avoir un style en particulier, tu dois le faire pour toi-même et non pas pour plaire aux femmes. Ça, c'est la première chose. Et surtout, d'ailleurs, je vais donner une petite note en attendant. Toutes les femmes, elles ont cette espèce de fantasme pervers, c'est un fantasme secret, c'est changer l'homme avec qui elles sont. Et ça, tu te dis, oh, c'est bien, c'est la nature féminine. Non, c'est un immense shit test. Quand elle te rencontre et qu'elle tombe amoureuse de toi, généralement, c'est parce que tu lui as montré les qualités d'un vrai homme. Ok, sauf exception à la règle, mais là, je te parle en général. Eh bien, si tu changes l'homme qu'elle a vu dans un premier temps, et que tu deviens une petite loque à son service, tu fais tout pour lui plaire, elle va se dire au final, il joue au bad boy. Mais c'est pas un bad boy. C'est pas un mec qui est en capacité de me protéger, ça. C'est un mec qui joue les alpha mâles. Donc du coup, ce mec-là m'intéresse pas. Et là, elle va te tège. Elle va aller te tromper avec un autre gars, et elle va te foutre un doigt au cul. Et c'est tout ce qui va t'attendre au final. Donc ça, c'est important de le savoir. Une nana va toujours chercher à te changer, ne change pas. Reste toi-même. Si tu as envie de changer, change pour toi-même. Ne change pas pour les autres ou pour les femmes. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que je dirais à ce team, c'est fais abstraction du regard des gens lorsque tu te lances dans une nouvelle activité. Là, je parle pour le handball. Tout le monde est nul à chier au début, d'accord ? Quand tu subis cette espèce ces espèces de moqueries au départ, fais en sorte de faire preuve d'autodérision et de travailler dur à côté pour devenir meilleur et pour t'améliorer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre secret. Tu ne peux pas devenir bon d'un coup. Toutes les personnes qui se sont lancées dans n'importe quel domaine que ce soit, qui soient des grands athlètes ou des anonymes, tout le monde a commencé en étant un débutant. Si tu te lances dans faire du business demain, tu vas être une merde. Tes textes de vente vont être merdiques. Tes offres vont être pourries. Tes produits vont être pourris. Ton site internet va être merdique. Tu te lances dans le rap, bah super, tu vas être une grosse merde au début. Ton micro, ça va être de la merde. Tes instrus, ce sera nul à chier. Tu veux te lancer dans le dessin, pareil, ça va être de la merde. Et en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas devenir bon. Et il n'y a qu'en pratiquant qu'on devient meilleur. Et donc, du coup, ce que je dirais à ce team-là, c'est mec, n'abandonne pas. Tu avais vraiment envie de faire du handball. Tu avais vraiment envie de le faire. Tu as abandonné. C'est con. Tout simplement parce que les gens se sont moqués de toi. C'est dommage. Donc, si toi, tu m'écoutes, cher auditeur, frérot, ne fais pas l'erreur que j'ai faite. T'abandonne pas. Ne laisse pas la pression t'avoir. Heureusement, j'ai changé. Et j'ai pris cette leçon par la suite et je ne me suis plus laissé influencer par les gens. Et c'est ce qui fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Ça, c'est la seconde leçon. La troisième leçon, c'est ne tombe jamais amoureux d'une image. Ne t'obsède pas sur une fille que tu ne connais même pas, avec qui tu n'as même pas été, avec qui tu n'as même pas échangé un baiser. Aucune relation amoureuse n'est idéale. Et la relation amoureuse, elle ne doit pas être idéalisée. La vie de couple, c'est un sacrifice. Les hommes ont un tempérament polygame et lorsque tu te mets en couple, tu renonces à ce tempérament polygame. Tu renonces à plein de choses quand tu te mets en couple. Il y a des hauts. Ce qui est bien, c'est la tendresse. Ce qui est bien, c'est quand tu es avec une fille qui te soutient, c'est qu'elle va te remonter. C'est que quand il y a des moments où tu vas être déprimé, elle va être là pour toi. Mais il y a des bas aussi. Il y a des moments où tes instincts masculins vont reprendre le dessus, mais il va falloir que tu te tiennes. Il y a des moments où les choses vont être difficiles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser une relation de couple. À partir du moment où tu te mets à idéaliser ta meuf ou la relation de couple, et je m'avais m'adresser aux frérots musulmans aussi, à partir du moment où tu te mets à idéaliser en disant « ouais, c'est ma halal, etc. » Halal, c'est une fille avec qui je peux potentiellement me marier. Et bien à partir du moment où tu te mets à idéaliser la nana, ce qui va se passer, c'est que tu es mort. Parce qu'une femme, ça reste une femme. Donc, sois intelligent. Juste fais appel à ton intelligence. Une femme, ça reste une femme. Une femme, c'est chiant. Une femme, c'est pas parfait. Mais toi non plus, t'es pas parfait, que je sache. Donc, à un moment donné, n'idéalise aucune relation. Voilà, pars de ce principe-là, pars de ce postulat-là. Aucune relation n'est idéale. Et donc, du coup, ça va m'amener à la quatrième leçon qui est de ne pas verbaliser tes sentiments envers une fille avec qui tu n'es même pas en couple.
C'est quoi ce délire d'aller envoyer des messages à des nanas avec qui vous n'êtes même pas en couple? Je vais reprendre un peu le podcast d'hier. C'est quoi ce délire d'aller demander des comptes à des nanas avec qui vous n'êtes même pas en couple? Vous n'êtes même pas avec cette meuf. Même si ça fait 3 mois que vous êtes avec cette meuf et que vous lui demandez des comptes, mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous, les gars. Faut pas faire ça. Vous êtes complètement starbés, les gars. Faites pas ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu... la petite crotte de nez, mais c'est rien. Hein, c'est toujours avec amour et bienveillance. Mais ne verbalisez pas. Vivez le moment. Et donc, du coup, lorsque vous verbaliserez vos sentiments après plusieurs mois de couple, lorsque votre relation sera bien installée, eh bien, votre déclaration aura de la valeur. Et c'est tout ce que veulent les femmes. C'est quelque chose d'authentique et qui a de la valeur. Si tu arrives et que tu lui balances « je t'aime » toutes les 3 minutes, ton « je t'aime », elle en aura rien à foutre. Tandis que si, au bout de 8 mois, tu l'as sorti, mais du bout de ta lèvre, et que tu lui as dit « mais c'est la femme la plus heureuse du monde ». Appliquez le principe de rareté, les gars. Le principe de rareté. Vous devez être des hommes rares. Vos paroles doivent valoir quelque chose. Vous ne devez pas être là à balancer des trucs qui sont aussi importants que dévoiler l'intérieur de votre pensée aussi facilement. Ça, c'est les mâles bêta qui font ça. Donc ne faites pas ça. Et enfin, lorsqu'une occasion se présente à toi pour devenir meilleur, tu dois foncer. Tu réfléchis pas. Tu fonces. Et n'hésite surtout pas. Ne laisse pas tes angoisses t'empêcher de t'accomplir en tant qu'homme. Lorsque mon oncle est venu et qu'il m'a proposé, je sentais au fond de moi que c'était là où il fallait que j'aille. Que c'était important que j'y aille. Tu sais, il y a 1 an, pendant ce putain de confinement de merde, j'ai eu un désir. Le désir d'aller à Bali. Vraiment, ce désir s'est transformé en obsession. Et pendant tout le temps qu'il a fallu pour que je puisse venir ici, donc là j'y suis à Bali actuellement, ça a été une obsession ardente. J'ai travaillé dur, je me suis donné les moyens et je suis allé à Bali alors que tous mes proches et beaucoup de mes proches me disaient laisse tomber avec la pandémie, tu ne pourras jamais y aller, regarde tous les obstacles, il faut payer un visa, il faut faire une quarantaine dans un hôtel à Jakarta, ensuite il faut prendre l'avion, c'est 11 heures de vol. On me sortait toutes les excuses du monde pour pas que je le fasse, mais je l'ai fait parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille et que je le fasse. Et aujourd'hui, vu les rencontres que je suis en train de faire, je regrette absolument pas d'être venu. Vraiment, ça a valu le détour et ça va peut-être changer ma vie. Ce voyage va peut-être complètement changer ma vie. Et ce petit voyage que j'ai fait pour aller jusqu'à Clermont-Ferrand chez mon oncle et ma tante, il a été une grande partie du fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Donc le jour où tu te retrouves complètement au fond du seau, que rien ne va, que tout le monde te prend pour un con dans ton lycée, que t'es qu'une merde, tu as l'impression d'être une merde en tout cas, mais tu l'es pas. Mais à un moment donné, quand ça va plus, prends ton sac à dos, va chez de la famille lointaine et fais ton ellipse toi aussi. Comme l'a fait Naruto, comme l'a fait Luffy dans les mangas, si tu connais. Mais il faut que tu partes faire ton entraînement, ton introspection en tant qu'homme. Et ensuite, tu vas revenir l'année d'après et tu verras comment tu vas être. Préoccupe-toi de toi-même. Apporte-toi les soins nécessaires. Parce que dans ce monde, il n'y a personne qui ne pourra plus t'aimer que toi-même. Et si tu ne t'aimes pas, personne ne pourra t'aimer. Et ça peut sonner cucu, hein, dit comme ça. Mais c'est la vérité, frérot. C'est comme ça, c'est une vérité immuable de la vie. Donc, lorsque tu as l'occasion de pouvoir faire une introspection, loin de tout, loin de ton environnement habituel, pendant plusieurs mois, va-t'en. Fais ton introspection. Et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de choses qui vont te permettre de changer. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans le prochain podcast qui aura lieu, donc du coup, pareil, dimanche prochain à la même heure. Et là, je vais te raconter tout ce que j'ai mis en place comme routine qui m'ont permis de passer du paria au héros de mon lycée. Allez, je te dis à mercredi pour le prochain podcast, à dimanche pour la suite de cette série. Salut! Ah ben non, désolé, je t'ai dit salut, mais c'est complètement bête, j'ai oublié le petit ending. Alors pendant que tous ces mecs essayent de changer pour plaire à une femme, pendant que un mec essaye de plaire à tout le monde, Tim prend ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck,
Car Tim, et là je sais que t'as fini chez toi, car Tim n'en a rien à battre. Salut!